soir, le point sur l'actualité s'arrête sur deux rendez-vous politiques majeurs en Afrique, deux scrutins très attendus qui interrogent au-delà des urnes la trajectoire démocratique et institutionnelle du continent. En République centrafricaine, les élections générales se sont déroulées dans un climat globalement apaisé malgré quelques incidents localisés, notamment à Bambouti, dans le Haut-Mbomou. Alors que le pays attend encore les résultats provisoires, une question centrale se pose. Ces élections traduisent-elles une véritable consolidation de l'État et de la stabilité, ou mettent-elles en lumière une fois encore les fragilités d'un pays longtemps marqué par les conflits armés, les défis logistiques et les tensions sécuritaires? Derrière cette apparente accalmie se joue l'enjeu fondamental de la crédibilité du processus électoral et de la capacité des institutions centrafricaines à refléter durablement la volonté populaire. Nous reviendrons sur les temps forts de cette période électorale au cours de cette émission. En Guinée-Conakry, le contexte est tout aussi révélateur des transformations politiques en Afrique de l'Ouest. Le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir par un coup d'État le 5 septembre 2021, se présente aujourd'hui à l'élection présidentielle malgré sa promesse initiale de ne pas briguer le pouvoir à l'issue de la transition. Favori d'un scrutin marqué par l'absence de véritables adversaires et le boycott d'une partie de l'opposition, il promet stabilité et refondation de l'État. Mais une interrogation demeure, cette stabilité proclamée peut-elle réellement rassembler les Guinéens, ou s'agit-il surtout d'une normalisation électorale d'un pouvoir militaire au risque d'affaiblir le pluralisme politique et les libertés démocratiques? À travers ces deux cas, Centrafrique et Guinée-Conakry, se dessine une même problématique panafricaine. Comment concilier stabilité, souveraineté et démocratie dans des contextes marqués par l'insécurité, les transitions politiques et les relations complexes avec les partenaires extérieurs? C'est à cette réflexion sans complaisance mais avec exigence que nous vous convions ce soir sur For You Media Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le point sur l'actualité. Nous le disions en ouverture, en République centrafricaine, les élections générales du dimanche se sont déroulées dans un climat globalement calme. Le dépouillement est en cours toujours à Bangui comme à l'intérieur du pays, avec une centralisation progressive des résultats. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, candidat à un troisième mandat, est donné favori en attendant la publication des résultats provisoires. De l'autre côté, en Guinée-Conakry, les électeurs ont également voté dimanche 28 décembre pour une présidentielle marquant la fin de la transition ouverte après le coup d'État de 2021. Le scrutin s'est tenu sans incident majeur et le dépouillement est en cours également. Le général Mamadi Doumbouya, chef de la transition et candidat, apparaît comme le favori, tandis que les résultats provisoires sont attendus dans les prochains jours. Et bien, pour en débattre ce soir, nous recevons Parfendom, analyste politique. Bienvenue Parfendom dans l'émission Le Point sur l'actualité. Bonsoir Princesse P, bonsoir à toute la grande galaxie panafricaine, à nos téléspectateurs, téléauditeurs, à nos techniciens, à l'ensemble de tous ceux qui regardent l'Afrique avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de doutes quant à l'avenir de ce continent. Je pense que l'illustration par ces deux élections dans ces deux pays, la République centrafricaine et la Guinée-Conakry, donne à voir que les perceptions des uns et des autres, mais surtout les souhaits, les vœux des uns et des autres ne sont pas forcément souvent en corrélation avec
les batailles que nous menons pour une Afrique libre, une Afrique souveraine et une Afrique indépendante. Une fois de plus, nous sommes là au milieu du gué. On ne sait pas très bien où est-ce qu'on va, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule, est-ce qu'on va se noyer. Le tout étant avec de nouveaux arrivants qui promettent monts et merveilles, mais dont les attitudes, les comportements n'augurent rien de bon quant à la capacité de ces hégémons-là de donner à l'Afrique un nouvel espoir et essor. Merci pour cette invitation et une fois de plus, honoré d'être avec vous. Merci surtout pour votre présence sur ce plateau. Alors, juste en face de vous, nous avons Thomson Eyang, qui est militant panafricaniste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Père. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, je salue mon aîné, l'ancien Parfendom, que je retrouve avec un très grand plaisir d'ailleurs. Je salue la galaxie panafricaine. Je salue le top management de cette chaîne qui a mis les petits plats dans les grands pour que nous soyons vus et entendus partout dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, le combat est beaucoup plus informationnel parce que quand vous n'avez pas la bonne information, vous allez tout droit vers le mur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les médias mainstream qui sont là pour déjouer tout ce qu'on essaie de mettre en place pour qu'on puisse avoir une Afrique libre. Je ne vais pas passer ici sans toutefois vous féliciter une fois de plus en tant que femme qui est là aujourd'hui pour porter l'Afrique vers le haut. Vous savez, vous me faites penser aux Amazones de l'autre côté du Bénin qui se sont battus avec leurs armes, enfin les armes qu'ils avaient, c'est-à-dire des intellectuels africains, mais ils avaient des possibilités de, n'est-ce pas, défendre l'Afrique de leur manière, et c'est ce qu'elles ont fait avec la manière déjà. Voilà. Donc aujourd'hui, je souhaiterais que les femmes, dans leur immense majorité, puissent nous rejoindre dans le combat, parce que vraiment nous avons besoin des ressources. Vous savez, la femme est comme une source où tout le monde aimerait se diriger pour aller, n'est-ce pas, étancher sa soif, ou soit se sentir, rafraîchi. Donc je dis vraiment, passant par ce média, j'appelle, n'est-ce pas, toutes les femmes vaillantes africaines qui ont, n'est-ce pas, au fond d'elles, la pensée de libérer l'Afrique, de rejoindre le combat, parce que nous en avons besoin, l'Afrique tout entière a besoin de ses filles et de ses fils pour qu'elles soient libres. Merci une fois de plus de m'avoir invité, madame. Merci à vous surtout pour votre présence sur ce plateau. Alors nous allons revenir sur les temps forts de cette élection qui s'est déroulée du côté de la RCA avec nos envoyés spéciaux qui sont de ce côté-là depuis pour suivre de bout en bout le scrutin qui se passe en République centrafricaine. Nous allons prendre ces éléments de la rédaction de For You Media et nous revenons juste derrière pour l'ouverture du débat. Dès 6 h ce matin, les 6700 bureaux de votre parti, sur toute l'étendue du territoire centrafricain, ont ouvert leurs portes. Une affluence immédiate a été constatée sur le terrain. De nombreux centrafricains se sont mobilisés afin d'accomplir leur devoir civique. Parmi les premiers votants, le professeur Faustin Archange Touadéra, candidat à sa propre succession, a accompli son devoir civique au lycée Barthélemy Boganda. Et juste après, il a exprimé sa satisfaction. Je vois que les Centrafricains sont venus nombreux accomplir leur devoir civique, leur devoir de citoyen. Ce qui est une bonne chose pour notre jeune démocratie. Et je les encourage, comme je l'ai fait dans mes propos à la nation et aussi pendant toute la période de la campagne. Cette ferveur populaire témoigne d'une véritable prise de conscience des enjeux autour de ce quadruple scrutin considéré comme une étape décisive pour la démocratie centrafricaine. Je vous dis, c'est un moment véritablement historique parce que notre pays n'a jamais été aussi libre, aussi stable. En toute liberté, aujourd'hui, nous sommes venus voter grâce au président Touadéra qui a pu sécuriser le pays, nous débarrasser d'un certain nombre de contingences néocolonialistes. Comme vous le savez, il nous a libérés du néocolonialisme français. Et aujourd'hui, le monde, toute l'Afrique nous suit, le suit, lui emboîte le pas. Et aujourd'hui, en toute liberté, nous nous engageons avec lui pour le développement du pays. Et je pense que la RCA est bel et bien rentrée dans la 7e République et entend poursuivre les grandes œuvres de transformation en cours dans notre pays.
Pour garantir le bon déroulement des opérations de vote, un important dispositif sécuritaire a été déployé aussi bien dans la capitale Bangui qu'en province. C'est dans ce climat serein que les citoyens expriment désormais leurs premières attentes. Si celui que j'ai choisi, et je pense bien qu'il va gagner au premier tour, je pense que tout ce que nous attendons de lui, c'est de relancer l'économie de notre pays, c'est de continuer le travail de sécurité qu'il a déjà commencé et de vraiment donner un sens à la vie des citoyens centrafricains. Parce que nous avons vu qu'il y a eu une amélioration sur le plan sécuritaire, mais sur le plan social, il y a encore beaucoup à faire. Donc nous exhortons le président qui sera élu de tout mettre en œuvre pour la meilleure condition de vie de nos concitoyens. Entre consolidation des acquis démocratiques et sécuritaires et défis sociaux, le peuple compte plus que jamais jouer sa partition et est conscient du rôle qui est le sien. Sur le terrain, les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 18h heure de Bangui. Une fois le scrutin clos, l'attention sera désormais tournée vers la compilation des résultats, une étape décisive pour confirmer la solidité de ce processus démocratique en République centrafricaine. Voilà, vous avez suivi nos envoyés spéciaux du côté de la RCA. Les élections générales se sont déroulées dans le calme total, mais dans certaines régions de la République centrafricaine, bien évidemment, du côté de Mbambouti, dans le Haut-Mbomou, des affrontements armés ont perturbé le processus électoral. Alors, je vais me tourner vers vous, Parfendom. Le calme observé dans la majorité des régions de la RCA aujourd'hui, lorsqu'on sait que c'est un pays qui est en proie, qui a été, on va le dire, en proie aux affrontements armés, est-ce que ce ne serait pas le signe d'une amélioration réelle de la situation sécuritaire de ce côté-là? Mais je pense que pour ceux qui suivent l'actualité centrafricaine depuis un certain bout de temps, on est heureux de constater qu'une fois de plus, la République centrafricaine, ou bien le Centrafrique, est capable d'organiser une consultation électorale. Là encore, c'est, je crois que 4 scrutins dans un, ce qui est quand même un exploit qu'on n'avait jamais vu dans ce pays. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, du point de vue de la logistique, du point de vue de la sécurité, du point de vue de la convivialité des différents acteurs qui ont participé à cette élection. Il y a un fair play politique qu'on a eu à constater malgré l'adversité des uns et des autres, parce que nous sommes quand même dans une compétition. Tout cela est à mettre vraiment en l'honneur la faveur du président Faustin Archange Touadéra, qui a su, par une manière de faire, par une certaine philosophie, par une certaine culture politique, à peser la situation et les tensions qu'il y avait au sein de ce pays, des tensions qui ont été, vous le savez pertinemment, construites, modélées et instillées par l'impérialisme occidental, dont français, en ce qui concerne la République centrafricaine, dont la France considérait le pays comme son garde-manger. Donc à partir de ce moment-là, il fallait beaucoup de travail, il fallait beaucoup de tact, il fallait beaucoup de diplomatie, il fallait aussi être capable de convaincre, n'est-ce pas, ces adversaires politiques pour les amener à comprendre que la Centrafrique a besoin d'une paix relative pour le bonheur et le bien de toutes ses filles et de tous ses fils. Maintenant, ceci a été possible parce que le président Faustin Archange Touadéra a eu à prendre des mesures très drastiques. Il a eu à faire des choix que beaucoup aujourd'hui, à l'époque, pensaient être de la folie, c'est-à-dire abandonner la France, risquer, abandonner la France, dire la vérité à la France, choisir un nouveau partenaire. Je vous rappelle que le premier grand accord politique et militaire entre un pays du précaré français et la Russie, c'est justement grâce au magistère du président Faustin Archange Touadéra en République centrafricaine. Les autres n'ont fait que suivre. Donc, le faire, mais surtout être capable d'enfin sortir la Centrafrique d'une quadrature de cercle qui voudrait que l'État centrafricain n'existait qu'autour de Bangui. Et se lancer dans une opération de pacification du pays, au point où aujourd'hui c'est presque 90% du pays qui sont dans
une pacification réelle et dans une paix qui peut permettre à ce que les élections puissent se tenir un peu partout. Je dis que ce bilan-là parle pour le président Faustin-Archange Touadéra, mais aussi sa capacité à convaincre des opposants irréductibles qui ne voulaient, pour certains, ne voulaient même pas entendre parler de lui. Je ne veux pas citer les noms ici, parce que nous sommes toujours dans l'espace des élections, oui. Mais qui ont accepté, d'accepter les règles du jeu, de compétir avec ces mêmes règles de jeu, et on espère que, troisièmement, ils seront capables de reconnaître le travail qui a été abattu et qui, à mon sens, est totalement en faveur du président Faustin-Archange Touadéra, dont moi, l'issue de cette consultation électorale n'est pas du tout quelque chose qui émet un quelconque doute. Mais ce qui serait important, c'est de voir la capacité, une fois de plus, du président Faustin-Archange Touadéra de tendre la main et à ceux qui ont perdu et à ceux qui l'ont combattu, même violemment, pour se positionner enfin comme le véritable leader, rassembleur de l'ensemble du peuple centrafricain, malgré les divergences, malgré les points de vue qui sont souvent opposés sur la gestion du pays et les choix politiques, économiques et sociaux que ce pays doit faire. Maintenant, les affrontements qu'il y a eu, c'est tout à fait compréhensible, parce que d'autres faucons et autres hommes liges. Cela relève de la fragilité, parce que si on parle de stabilité aujourd'hui ou d'élections qui s'est déroulée dans le calme, est-ce que on observe également que dans une partie de la République centrafricaine, il y a encore cette insécurité-là. Est-ce qu'on peut totalement dire que ces élections se sont déroulées dans le calme total? Madame, je vous ai dit dernièrement que j'ai souvent été au Tchad par voie aérienne, mais cette fois-ci, j'ai été par voie terrestre pour assister au colloque sur la souveraineté des États. Et quand on parle de la République centrafricaine, les gens ne comprennent pas. Tout à l'heure, je viens de faire un développement. La Centrafrique, c'est la France et la Belgique réunies en termes de territoire. C'est très grand, c'est très vaste. Et la Centrafrique fait face à l'instabilité de certains pays. Il a une frontière avec le Soudan. Ne l'oublions pas. Une frontière presque quasi avec le Sud-Soudan, qui sont des espaces conflictogènes à haute intensité. Ne l'oublions pas, avec ce qui se passe par exemple au Soudan. Donc, quand vous avez, je ne parle pas de Tchad qui a été lui plus ou moins sécurisé, mais quand vous avez encore des contacts directs en termes de frontières avec des espaces qui sont dans cette difficulté-là, il faut vraiment prier tous les dieux pour que ce soit la paix à 100%. D'autant plus que, n'est-ce pas, certains de vos ennemis, quand je vous dis vos ennemis, les ennemis de l'Afrique, ont promis le chaos. D'autres ont même dit qu'il n'y aurait pas d'élection en République centrafricaine. Donc, on peut considérer que ce sont des espèces d'épiphénomènes qui justifient justement le fait que la Centrafrique continue sa marche en avant dans la pacification de son pays. Donc, je vous dis, quand vous avez un espace aussi grand pour un État qui est en pleine reconstruction et qui est capable d'organiser les élections dans ce contexte-là, il faut tout simplement tirer le chapeau au président Faustin-Archange Touadéra et féliciter l'ensemble de tous ceux qui ont participé à cette confrontation électorale, surtout à l'opposition, qui a accepté de jouer le jeu, n'est-ce pas, démocratique dans ce cadre-là, et ne pas être attiré par les sirènes de ceux qui proposaient soit le boycott, soit alors le chaos total, et cela au détriment des populations centrafricaines, d'ailleurs que je salue très bien parce que j'ai été là-bas plusieurs fois, qui n'ont pour souci et que vraiment d'avoir un pays en paix, un pays qui reprend sa marche en avant, un pays qui se développe, un pays où on peut avoir du travail pour les jeunes, les gens peuvent se soigner, aller à l'école, avoir de nouvelles routes, etc., etc. Dans ces infrastructures qui faisaient cruellement défaut. Voilà ce que les Centrafricains attendent aujourd'hui. Donc les gens, quand on continue de manipuler pour tenter de déstabiliser la Centrafrique en créant le chaos par la voie des armes, je crois que c'est les gens qui n'ont pas compris dans quel siècle nous nous trouvons et la nouvelle démarche du président Touadéra. Donc, pour moi, c'est une avancée, mais ça signifie aussi
qu'il y a quand même encore du travail à faire pour arriver à un consensus global que j'appelle souvent un consensus républicain au niveau de tous les principaux acteurs centrafricains. Thomson Eyan, peut-on considérer ce déroulement comme un progrès par rapport au scrutin précédent en Centrafrique? Oui, du point de vue de ce qu'on voit actuellement, on parlerait d'un progrès. Mais lequel progrès? Parce que sachons exactement d'où nous sommes en train d'aller. Moi, j'essaie un peu de remettre un peu sur la balance l'ambivalence du président Faustin Archange Touadéra, qui nous a montré depuis le départ avec le groupe Wagner, vous savez très bien, avec Prigojine à la tête de ce groupe Wagner, qui a défendu la RCA bec et ongle pour qu'on puisse retrouver la calmie, mais nous avons été très surpris de voir à un moment donné que Faustin Archange Touadéra a commencé à retourner vers là où on lui disait que c'est pas bon. Donc aujourd'hui, moi personnellement, je me pose la question de savoir si cette accalmie aujourd'hui qu'on est en train de vivre ne fait pas partie des compromis que Faustin Archange Touadéra aurait pris avec les partenaires de la France-Afrique et puis des institutions de Bretton Woods. Parce que nous voyons très bien qu'à un moment donné, il lui fallait un peu de finances, il lui fallait un peu d'argent. Est-ce qu'il est allé jusqu'à faire des compromissions pour qu'on puisse retrouver cette accalmie? C'est des questions pour moi, en tant que panafricaniste, que je ne cesse de me poser, parce que à un moment donné, on a dit, quand on essaie de faire le jeu des deux chaises, ça peut poser un problème dans la continuité et dans, et dans le long terme. Donc, c'est autant d'interrogations que nous avons. Bon, maintenant, regardons un peu le modèle des élections, désormais chez nous en Afrique, que je trouve parfois très ambigu, parfois tellement instrumentalisé par l'extérieur, parce que nous voyons, vous avez donné tout à l'heure deux figures, nous voyons de l'autre côté Mamadi Doumbouya, nous savons tous de quelle manière il est arrivé, et nous savons tous, voilà, tout ce qu'il a eu à promettre pour montrer qu'il n'est pas impliqué dans quelques programmes que ce soit. Donc, il est là juste pour la transition, parce qu'ils en avaient déjà marre du regretté Alpha Condé, quand je dis regret de l'ex, Alpha Condé, et puis lui, il venait pour changer et remettre, n'est-ce pas, l'ordre constitutionnel aux civils. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous constatons que les choses sont en train d'aller d'une autre manière. Bon, de l'autre côté, en Centrafrique, on a connu Faustin Archange Touadéra comme un panafricaniste, quelqu'un qui nous a vraiment fait venir Wagner en Afrique, mais nous voyons qu'il est aujourd'hui un peu en retard par rapport aux États de l'AES qui sont venus après, mais qui ont compris exactement comment est-ce qu'on fait pour libérer l'Afrique. Libérer l'Afrique, il faut passer par la rupture totale avec ce qui nous tenait, ce que je peux appeler cordon ombilical avec la France-Afrique. Il faut aller directement à la rupture. Qu'est-ce qu'il attend pour rejoindre les États de l'AES? Pourtant, ils sont très proches du Niger. Le Niger est à côté, le Niger est là, mais qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi il traîne les pas par derrière? Ça, c'est une interrogation. Oui. Mais je dis, vraiment, c'est important de le dire, il ne faudrait pas que l'Afrique reste toujours en train de suivre, n'est-ce pas, le son de cloche de l'Occident, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se dise qu'à chaque fois, il va falloir parler de la transition, on va parler de l'alternance au pouvoir. Pour moi, ça continue de poser des problèmes en Afrique, parce que nous savons très bien que nous prenons tout simplement le cas du président russe aujourd'hui, Vladimir Poutine, qui travaille dans la durée et dans le temps. Parce que pour avoir des projets, pour avoir des bons projets de libération de son peuple, il faut avoir du temps. On ne peut pas se permettre d'être là juste quand on constate que vous êtes en train de faire des progressions pour changer peut-être d'arme d'épaule, comme on dit le plus souvent. On vous enlève, ou soit on crée, n'est-ce pas, l'instrumentalisation autour de vous pour que vous soyez discrédité par une faction du peuple qu'on va faire croire que c'est la majorité du peuple, pourtant ce n'est pas le cas. Donc il faudrait vraiment que l'Afrique essaie de revoir les mécanismes des élections pour que nous puissions avoir des élections très apaisées, des élections qui viseront, n'est-ce pas, à élire, je dirais même, des personnes capables de défendre les intérêts de l'Afrique et continuer à faire
selon les aspirations des peuples. Ça, c'est ce que j'essaie de dire. Mais oui. Il y a encore une chose que nous avons dit d'antan. Je me souviens toujours dans les chaînes panafricaines où on parlait que désormais on a constaté que tous ceux qui ont fait des grandes études en Europe, qui ont fait des doctorats, des professorats, tout ça là, ne sont pas favorables pour la libération de l'Afrique. Parce que quelque part, ils sont tenus par l'Occident. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer? Oui, je peux développer parce que vous savez très bien, nous avons une formation académique aujourd'hui qui n'a rien à voir avec notre système. Ça veut dire c'est des gens qui ont mis leur programme universitaire et nous, on suit tout simplement. Mais arrivé, on peut vous donner n'importe quel diplôme que vous désirez. Mais quand vous revenez en Afrique, on n'a pas une jauge capable de démontrer exactement ce que vous avez suivi comme, études. Voilà. Donc le cursus est un peu ambigu quand vous revenez en Afrique avec tout simplement des titres ronflants, mais à la fin, on constate que ce sont des vassaux de l'Occident qu'on donne tout cela pour venir, n'est-ce pas, représenter l'Occident en Afrique et faire ce qu'on appelle le faire valoir. Et c'est ça qui plombe l'Afrique. Aujourd'hui, c'est les intellectuels fabriqués par l'Occident. Donc faisons très attention. C'est pour ça que nous disons en Afrique, parce que quand vous regardez, aujourd'hui, on parle des prémices des États de l'AES. Personne n'a fait des études en Afrique, à l'Occident, mais ils ont un programme déterminé pour l'Afrique. Le plus important, c'est de connaître l'Afrique, savoir ce que les Africains veulent. Ce n'est pas avoir des diplômes ronflants qui n'ont rien à voir avec les déshydratants, n'est-ce pas, du peuple africain, et puis venir faire croire aux gens, on a eu des grandes études, on peut gérer l'Afrique. Pour moi, c'est un problème pour l'Afrique. Faisons très attention, choisissons des personnes qui sont capables de comprendre les problèmes de fond de l'Afrique, parce que tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la libération des États africains. Vous pensez que Touadéra n'incarne pas ces idéaux-là? Parce qu'à vous entendre parler, c'est notre sujet phare de ce soir. Est-ce que vous pensez qu'il n'incarne pas ces idéaux de libération de l'Afrique, d'autonomisation même de l'Afrique, d'indépendance africaine? Vous savez, professeur Faustin Akash Touadéra nous a démontré qu'il est capable de porter ce projet, mais à un moment donné, on a constaté qu'il n'est pas en train de vouloir nous donner ce qu'on attend de lui. De toucher le nœud du problème. De toucher le nœud du problème, naturellement. Parce que nous attendons beaucoup de choses du professeur Akash Touadéra. Nous voulons, parce que fini l'époque des paroles et des mots creux. Alors, nous devons maintenant passer à l'acte et poser des actes forts. C'est ce que les Africains attendent. C'est ce que les Africains attendent de Touadéra. Si aujourd'hui, nous devenons un peu sceptiques par rapport à sa façon de faire, ben c'est justement parce qu'il est en train de traîner le pas. Nous avons parlé de Wagner, il était la première, c'est le premier pays à faire venir Wagner, et avec des projets qu'il a mis sur pied pour que le Centrafrique puisse émerger, puisse regorger des populations. Il a demandé aux Africains de venir vivre en Centrafrique parce que le Centrafrique, c'est pour tous les Africains. C'est un projet qu'on a salué. Mais maintenant, pourquoi il reste à la traîne par rapport à la suite? Pourtant, il connaît que nous, on a besoin de la rupture. On a vu certaines choses qu'il a mis en avant, mais à un moment donné, ça a pris du retard et jusqu'aujourd'hui, nous traînons les pieds. C'est pour ça que je m'interroge. Je peux me tromper parce que je suis un homme, mais je dis, regardons tout simplement s'il n'a pas laissé les plumes quelque part pour qu'on retrouve la paix. Parce que vous savez très bien que l'Occident ne va jamais lâcher l'Afrique. Ok? Nous pouvons parler des hommes forts tels que nous les avons de l'autre côté, mais ça n'empêche que les frontières, ou soit les trois pays de l'AES ne soient pas attaqués de part et d'autre, justement parce qu'on veut tout faire pour qu'ils ne mettent pas sur pied leur politique qui vise à libérer l'Afrique. Mais pourquoi cette accalmie subite en RCA? C'est une interrogation. Je peux me tromper, mais j'espère que les jours à venir nous diront davantage. Parfendum, vous souhaitez rebondir à ce que Thomson Eyon a dit? Oui, évidemment. Thomson Eyon a dit des choses, mais je crois qu'il faut qu'il regarde un peu sa carte. La Centrafrique n'a pas de frontière commune avec le Niger.
Ils sont proches. Ils ne sont même pas proches. Ils sont très éloignés. La Centrafrique n'a pas de frontière commune avec le Niger, premièrement. Ils ne sont même pas proches, comme je disais, parce qu'il faut traverser le Tchad. La Centrafrique est située dans l'Afrique centrale. Donc, ce n'est pas possible. Premièrement. Deuxièmement, il faut toujours regarder d'où on vient. Oui. Il y avait un État, un semblant d'État au Burkina Faso. Il y avait un semblant d'État au Niger. Il y avait un semblant d'État, excusez-moi, je ne veux pas être laudateur, au Mali. Il n'y avait pas d'État en République centrafricaine. C'était le chaos. On a vu des images des populations de Bangui fuyant les affrontements entre les anti-Balaka et les Sédéka, se réfugiant dans la forêt, se nourrissant de feuilles et de racines d'arbres, vivant comme des bêtes sauvages. Il n'y avait pas d'État. Il y avait une base militaire française à Bangui qui était un État dans l'État. Les forces de l'ONU, n'en parlons pas. Et la Centrafrique n'est pas si peuplée que ça. C'est autour de 5 millions d'habitants pour un territoire qui est aussi grand, je vous l'ai dit, que la France et la Belgique réunies. Il va même encore rester, je crois, un peu d'espace. Oui. Donc voilà la Centrafrique. La Centrafrique n'a pas une continuité étatique formelle. C'est la France qui faisait et défaisait les chefs d'État là-bas. Des gens comme David Dacko, il est venu prendre le pouvoir pratiquement en peignoir dans son avion. On l'a réveillé, viens, lève-toi à Paris, arrête de dormir à Paris, prends l'avion, on va aller t'installer à Bangui. Si vous lisez l'histoire de la République centrafricaine, c'est un véritable scandale. Donc ce que Touadéra a fait là, en faisant venir les troupes russes, Wagner, comme vous dites, vraiment, pour essayer de repousser tous les mercenaires qui avaient fait de la Centrafrique leur base arrière et donner la possibilité aux Centrafriques d'avoir cette personne relative, je vous dis, pour moi, c'est déjà énorme ce que Touadéra fait. Parce qu'il n'y avait pas d'État. L'administration n'était pas déployée partout. Pour vous, Touadéra incarne la stabilité en Centrafrique? Dans un premier temps. D'accord. Dans un deuxième temps, on a monté les anciens là. D'abord, il y avait le débat sur la Constitution, vous savez. Oui. Une Constitution qui ne donnait aucun pouvoir au président de la République. Il a fallu qu'il y ait cette Constitution et Faure était à l'avant-garde de cette transformation constitutionnelle pour qu'enfin la Centrafrique commence à ressembler à un État. Parce que je vous dis, ce n'était pas un État. Vous avez déjà vu un État où un ministre a plus de pouvoir que le président de la République? Ça existe où? Mais ça existait en Centrafrique. Donc, je pense que quand on parle de la Centrafrique et qu'on juge la Centrafrique, il faut toujours se poser la question d'où vient ce pays. Maintenant, deuxièmement, la question de ces rapports avec les puissances occidentales, c'est ce que j'ai compris en gros, le développement de mon frère Thompson, hein, il faut qu'on soit très prudent. La Centrafrique est seule a tenté une démarche. Mais malheureusement, les pays de la sous-région ne l'ont pas suivi. Imaginons en cet instant que même le Mali, qui était déjà en État, avec une population plus ou moins acceptable, se soit lancé dans son aventure et que tout le monde se soit croisé les bras en regardant le Mali. Vous croyez que le Mali sera encore ce qu'il peut être aujourd'hui? Et imaginons que le Burkina Faso ait fait cette aventure seul et que tous les autres pays qui sont tout autour se disent, ah, comme il est têtu, laissons-le aller, on verra jusqu'où il ira. Vous croyez que le Burkina Faso sera encore dans la légitimité de sa souveraineté comme c'est le cas aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Sans oublier que dans le cas de la Centrafrique, comme je vous le dis, qui était un État failli, il est englué dans un certain nombre de structures dont il est tout à fait dépendant. La question du franc CFA, la question de la BEAC, ils n'ont pas un bord de mer. Ils dépendent, vous avez suivi le dernier scandale, n'est-ce pas, où certains pays se demandent s'il ne faut pas continuer le Cameroun pour se ravitailler, etc., etc. Ce sont des situations trop compliquées, trop complexes, qui paraissent faciles quand on regarde la chose étant éloignée. Je souhaite vraiment, et là c'est une doléance que je fais au président Serge Espoir Matomba, que de temps en temps,
vraiment, quand la possibilité se fait voir, de voyager avec quelques journalistes, quelques consultants clés, pour qu'ils voient la réalité de ces pays-là. Ça leur permet de mieux affiner leur analyse concernant justement ces régions. Donc moi, je crois que ce qui s'est passé là, ça n'a rien à voir avec quelqu'un fait qu'on disait de Touadéra qu'il est devenu l'ami de la France ou bien de quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. La Centrafrique est restée sur son chemin. La Centrafrique a un nouveau partenaire qui est la Russie, qui l'aide à sécuriser son pays. La Centrafrique maintenant a des problèmes qui sont réels, qui sont d'ordre économique. Et ça, malgré le fait qu'il a tenté même de lancer le Bitcoin. Vous avez vu comment les autres pays ne l'ont pas suivi. Je crois qu'il faut tenir compte de cela. Et je vous ai dit quelque chose qui est passé très vite. Il y a la guerre au Soudan. Vous ne savez pas très bien ce que c'est. Sécuriser la frontière, la longue frontière avec le Soudan et même le Soudan du Sud, c'est pas évident. C'est pas tout évident. Donc il faut tenir compte de toutes ces difficultés-là. Même le Grand Niger, on vient de voir comment ils ont été humiliés par les États-Unis. Je ne pense pas que la Centrafrique, à elle seule, aurait pu tenir face à tous ces hyènes qui tournent autour de notre continent sans qu'il y ait une véritable dynamique sous-régionale. Et c'est là où je tape souvent sur les pays de la sous-région, dont le Cameroun, mon pays en premier, qui porterait justement cette belle idée de la République centrafricaine pour que, enfin, la question de la souveraineté au niveau de notre sous-région ne soit pas uniquement une affaire du président Faustin Archange Touadéra. D'accord, merci Parfendom. Alors, avec vous, Thomson et Anne, vous souhaitez rebondir ou Touadéra, d'ailleurs, si je reviens à ce que Parfendom a dit, Touadéra a fait d'ailleurs des choix en s'alliant avec la Russie. Est-ce que vous pensez que ce partenariat renforce la stabilité de la Centrafrique ? Oui, ce partenariat renforce la stabilité de la Centrafrique, c'est ce que je dis tantôt, mais entendre mon frère dire que le Niger est loin par rapport à la Russie, moi ça m'étonnerait. À la RCA, à la Non, Centrafrique. je dis par rapport à la Russie. Je sais très bien ce que je dis. J'ai parlé d'un partenariat qu'il y a entre la Russie et la République centrafricaine, mais le Centrafrique pouvait s'allier avec les États de l'AES qui sont encore plus proches. On a parlé tout à l'heure des défis sécuritaires. Alors, si vous êtes dans un bloc où on ne vous suit pas et que vous voyez que vous avez un partenaire, enfin, vous avez des autres pays frères avec qui vous avez un même partenaire, qu'est-ce que vous faites? Vous les rejoignez tout simplement. Nous parlons des défis sécuritaires. Alors, si vous avez déjà dans votre sillage des gens qui partent dans votre sens, mais vous les suivez tout simplement. Nous savons très bien que le Cameroun, parfois, a payé les fonctionnaires centrafricains. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait. Donc, ce n'est pas pour dire que le Centrafrique a abandonné à lui seul, ou soit le Centrafrique essaie de faire. Je dis, tout à l'heure, il a parlé des questions économiques. Le Centrafrique est un très grand pays que nous tous nous connaissons, avec, un budget qui, dans les 400 milliards, c'est pas suffisant, nous savons très bien. Mais je parle de 400 milliards. J'ai dit, oui, 400 milliards. J'ai dit 400 milliards. Mais ça, je dis. Voilà, c'est une estimation. Mais 400 quand même, on est dans les 400 milliards. Pour dire vrai. Et c'est peu suffisant pour un pays tel que le Centrafrique. Mais qu'est-ce que le Centrafrique fait pour s'allier avec des États de l'AES qui tendent la main aux autres pays pour que nous soyons, pour que cette dynamique puisse prendre. Alors, pour dire si vraiment le Centrafrique est dans cette logique, il a parlé des problèmes économiques. C'est pas parce que vous avez des problèmes économiques que vous allez rentrer ou vous avez connu des échecs tels qu'il a très bien dit. Qu'est-ce que le Cameroun attend pour entrer avec l'AES? Nous sommes en train de parler du Centrafrique. Attendez, quand le problème du Cameroun sera mis sur la table, on pourra en discuter. Pas cohérent. Non. J'ai dit nous sommes en train de parler du Centrafrique. C'est pas cohérent. Du Centrafrique qui a un problème de sécurité depuis, et lui-même il a très bien dit. Tous les présidents qui sont arrivés là sont venus par procuration parce que la France a voulu qu'aujourd'hui ce n'est plus toi, on change de partenaire qui viendra nous servir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Faustin Archange Touadéra est venu pour mettre stop à tout ceci. Mais maintenant, je dis, s'il a mis un stop, il faudrait que ce stop soit remarquable et que
qu'on acte directement, n'est-ce pas, la rupture totale avec tous ces anciens patrons. C'est tout simplement ce que je suis en train de dire. Nous ne sommes pas en train de parler du Cameroun. Le Cameroun n'a pas atteint le chaos. Le Cameroun n'est pas arrivé, n'a pas touché le fond, tel que nous sommes en train de parler de la République centrafricaine. Je l'ai dit tout à l'heure que le Cameroun a parfois payé les fonctionnaires en Centrafrique. Ça, c'est une vérité. Donc, pour dire que quand un pays a touché le fond et qui veut des partenaires pour s'associer, s'il y en a déjà qui ont formé un noyau, mais je me dis, on se dirige vers là parce que vous avez les mêmes accords avec des puissances extérieures, notamment la Russie, qu'on est en train d'inventer aujourd'hui, que la RCA a retrouvé la stabilité grâce à la Russie. Pourquoi ne pas rejoindre les États de l'AES? Dans le Cameroun, pour moi, c'est un autre sujet, on pourra en discuter et on comprendra peut-être pourquoi le Cameroun n'a pas encore suivi jusqu'ici. D'accord, parce qu'ils ont un même partenaire, est-ce que c'est pour autant qu'ils devraient être ensemble? L'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel. Oui. Pourquoi on ne ferait pas l'Alliance des États de l'Afrique centrale? De l'Afrique centrale. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Nous sommes dans un environnement qui a un certain nombre d'agrégats communs. Mais tapez sur des États qui ne veulent pas se libérer et avoir la souveraineté dans notre sous-région. Vous demandez à la Centrafrique de faire un saut, traverser le Cameroun, le Tchad, pour aller embrasser l'AES. C'est trop compliqué et complexe. Alors que la Centrafrique, sa société, sa culture, son économie est totalement imbriquée dans l'espace de l'Afrique centrale. Commencez à interroger les barons ou bien les cadors de l'Afrique centrale en leur demandant « Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous aussi créer votre forme d'AES, si on peut l'appeler comme ça, au niveau de l'Afrique centrale? Pourquoi vous ne le dites pas? C'est faire porter un chapeau sur les épaules très frêles d'une Centrafrique qui commence seulement à se réveiller pour être quelque chose. Soyez cohérent, mon cher frère. Donc, j'ai entendu cette critique sur le président Faustin-Archange Touadéra depuis très longtemps. Je vous dis que non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce que c'est très compliqué. Vous savez comment les Centrafricains font pour exporter leur bois? Vous allez faire comment? Vous savez comment les Centrafricains font pour exporter même les petites matières premières qu'ils ont? L'or et autres. C'est très compliqué. Donc, nous sommes dans un ensemble, dans une sous-région. C'est la sous-région qui doit trouver les solutions à ses propres contradictions internes. Parce que ce soit le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon, le Congo et le Cameroun, nous sommes dans un même ensemble. Nous avons une même culture, nous avons les mêmes difficultés, nous avons les mêmes aspirations légitimes à retrouver notre liberté et notre indépendance. Donc c'est là-dedans que ça doit se jouer. Demandez à un pays comme le Gabon de sauter tout le monde et aller, n'est-ce pas, faire alliance avec l'AES, je trouve que c'est une gymnastique vraiment extrêmement compliquée. Donc ça renvoie à quoi? Ça renvoie aux responsabilités internes au niveau de la sous-région Afrique centrale, où les gens, justement, ne veulent pas couper, n'est-ce pas, ce cordon ombilical pour redonner la dignité à leur peuple. Et c'est eux qu'il faut interroger et non commencer à dire ce qui n'est pas valable pour le programme Faustin-Archange Touadéra. L'acte 1, tu le sais très bien, on ne peut pas parler d'un développement s'il n'y a pas la sécurité. S'il n'y a pas la paix, pas de développement. Donc, ce challenge-là était le challenge numéro 1 pour le président Faustin-Archange Touadéra. Je ne dis pas que le Cameroun ne l'a pas aidé. Je ne dis pas que d'autres pays ne l'ont pas aidé. Mais je dis que si nous voulons vraiment avoir un espace qui ressemble à des espaces de souveraineté que nous apprécions, mais demandons, questionnons, mettons la pression pour que l'ensemble de ces dirigeants au niveau de la sous-région fassent quelque chose pour que, justement, nous aussi, on puisse avoir un minimum, même une confédération des États de l'Afrique centrale. Ce qui n'est pas le cas. Donc, cette démarche-là, je crois que le président Faustin-Archange Touadéra procède, il a sérié les problèmes et procède par priorité. Oui. Sa première priorité aujourd'hui, c'était de tout faire pour que la Centrafrique puisse vivre en paix. Malheureusement, on vient de le voir avec ces élections, l'ennemi ne dormant jamais. Pour ces élections, on a vu qu'il y a encore des confrontations armées entre l'armée centrafricaine qui est en construction, n'est-ce pas, les FACA, avec l'aide de la Russie évidemment, et
certains groupes rebelles manipulés de l'extérieur, comme toujours, pour tenter de semer la zizanie et le chaos au niveau du pays. Voilà, merci à vous, Parfendom. On va revenir en images avec les dépouillements du côté de la République centrafricaine. Je rappelle à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux et même via votre télévision de réagir dans cette émission. Le standard est d'ailleurs ouvert pour tous ceux-là qui aimeraient apporter leur avis concernant les élections du côté de la République centrafricaine. Nous revenons en image avec nos correspondants du côté de la République centrafricaine concernant le dépouillement et les avis des observateurs. Il était exactement 18h passées et 23 minutes lorsque l'un des derniers votants du 7e arrondissement de la ville de Bangui a fait son entrée dans l'un des rares bureaux de vote encore ouverts à cette heure-là. Une fois son devoir de citoyen rempli, il est ressorti, ouvrant donc ainsi la porte aux opérations de dépouillement qui sont toujours en cours à l'heure où nous faisons bien sûr cet élément. Ce qu'il faut retenir de façon générale, c'est que ce processus est minutieusement mené donc sur le terrain et ce dans tous les bureaux de vote. On parle bien sûr de 6700 bureaux de vote à travers le tendu du territoire centrafricain. Les opérations de dépouillement suivent bien sûr un ordre chronologique bien précis, une méthodologie bien ordonnée. Puisque vous avez d'ailleurs pu le constater, nous avons dans chaque bureau de vote 4 urnes représentant bien sûr chacune une élection. Les urnes estampillées aux couleurs rouges représentent bien sûr l'élection présidentielle. Nous avons également les urnes aux couleurs bleues qui représentent bien sûr les législatives. Parlant bien sûr des régionales, elles sont représentées bien sûr par les urnes estampillées aux couleurs grises. Et bien sûr, les urnes estampillées aux couleurs blanches représentent bien sûr les municipales. On a bien évidemment démarré ces opérations de dépouillement avec la présidentielle. Sur la grille de départ, 7 candidats dans l'un des bureaux de vote du 7e arrondissement dans lequel nous avons assisté bien sûr aux opérations de dépouillement. Il faut dire que le candidat du mouvement Cœur Uni, le professeur Faustin Archange Touadéra, a largement dévancé Georges Anissé, Dologuélé ou encore Henri-Marie Dondra. Ces chiffres qui sont d'ailleurs révélateurs sur ce que pourrait être bien sûr la suite à donner bien sûr à ce quadruple scrutin. Il faut dire qu'à l'issue donc de ces opérations de dépouillement, nous aurons les premières tendances pour ce qui est bien sûr de celui qui sera probablement donné vainqueur en attendant bien sûr la proclamation officielle des résultats qui est attendue pour le 5 janvier prochain. À l'issue également de ces opérations de dépouillement, nous serons également fixés sur le taux de participation. Il est important car nombreux sont ces observateurs qui estiment que c'est en fonction de ce taux de participation qu'on va d'ailleurs juger de la crédibilité de ce processus démocratique. Nous vous ferons vivre bien évidemment la suite de toutes ces opérations de dépouillement jusqu'aux premières tendances depuis Bangui. Ici même, dans la capitale centrafricaine, les envoyés spéciaux de For You Media Africa, Linda Tegep et Botler Guéné. Voilà, nous allons tout de suite regarder d'autres éléments, toujours concernant ce scrutin qui s'est déroulé du côté de la République centrafricaine, de la CEMAC, qui a suivi de bout en bout le déroulement du scrutin et également d'autres observateurs de ce côté-là. Premier tour des élections groupées du 28 décembre 2025 en République centrafricaine. Déclaration préliminaire. Le peuple centrafricain aspire à un processus électoral pacifique et libre qui maintienne la stabilité. Sur accréditation de l'Autorité nationale des élections, ANE, la mission d'observation des experts électoraux de la zone CEMAC, en abrévé MOEL CEMAC, a déployé dans les circonscriptions à éléments forts 25 observateurs internationaux, dont 35% des femmes, dans le cadre du premier tour des élections groupées du 28 décembre 2025 en République centrafricaine. Conduite par M. Cyril Guégan Tchassep, président de l'Union des jeunes de la CEMAC, la mission est arrivée à Bangui depuis le 18 décembre 2025 pour observer de manière objective et indépendante, impartiale, la campagne électorale, les opérations du jour du scrutin, comprenant les procédures d'ouverture des bureaux de vote,
de déroulement du vote ainsi que les procédures de clôture et de dépouillement des votes et conformément au cadre légal et des instruments régionaux et internationaux ratifiés par la République centrafricaine. De l'avis de nos observateurs déployés sur le terrain, la campagne électorale s'est globalement bien déroulée dans une atmosphère sereine, calme, conviviale et surtout festive. La mission félicite du caractère républicain qu'a fait montre tous les candidats en liste. La mission a interagi avec certains acteurs clés impliqués dans le processus électoral, notamment les autorités électorales, les différents partis politiques, les organisations de la société civile, les femmes leaders ainsi que les autorités administratives. Les observateurs de la Moelle CEMAC ont observé les derniers jours de la campagne et se félicitent du climat apaisé dans lequel la campagne électorale s'est déroulée de manière générale sans incident. La couverture médiatique de la campagne électorale a permis à chaque parti de livrer son message selon les dispositions de la haute autorité de communication et des médias. Déroulement du scrutin. Le scrutin s'est bien déroulé dans son ensemble. Il ressort des constats des équipes d'observation, ce qui suit. Le climat général de sécurité dans le pays, les efforts du gouvernement et des institutions en vue du succès de cette élection, la présence et le professionnalisme des agents de force et de sécurité et de l'ordre dans tous les centres de vote visités, la présence des membres du bureau de vote et même des délégués de certains candidats et partis politiques majoritairement représentés, le caractère transparent et consensuel observé dans la conduite des opérations de dépouillement, ceci en présence des délégués des partis, des candidats et des observateurs électoraux. La prompte réaction de l'ANE qui a permis la correction de certains dysfonctionnements. La présence effective et rassurante des missions d'observation électorale nationale et internationale. La bonne couverture médiatique du scrutin. L'identification des électeurs dans les centres de vote de manière identifiable avec des photos en couleur. Cependant, la mission a relevé toutefois un certain nombre de dysfonctionnements dans l'organisation technique et ou logistique et a agi résolument pour dénoncer et rejeter avec ambiguïté les incitations à la haine sous quelque forme que ce soit. Recommandations. Dans la perspective du scrutin à venir, la Moelle CEMAC formule les recommandations ci-après. Dans la perspective des scrutins à venir, la poursuite des efforts en vue de renforcement des capacités des acteurs du processus électoral. Assurer une gestion cohérente du patrimoine, entre parenthèses, matériel, archives, etc., dans le sens d'une préparation anticipée des échéances à venir. Adopter, dès que possible, des mesures permettant d'assurer le suivi, le stockage et la mise à jour informatisée de toutes les données du fichier électoral. La mission d'observation des experts électoraux de la zone CEMAC lance un appel à la retenue aux candidats, à leurs supporters et sympathisants avant, pendant et après le scrutin. Elle les exhorte à sauvegarder le climat de paix ayant prévalu jusque-là. Elle remercie aussi le gouvernement centrafricain, la commission électorale et toutes leurs équipes, les organisations de la société civile centrafricaine, les médias nationaux et internationaux et tous les acteurs impliqués dans la planification et le bon déroulement de ce quadruple scrutin historique. Enfin, la Moelle CEMAC exhorte le gouvernement centrafricain, la classe politique, l'ensemble des Centrafricains et tous les acteurs impliqués à engager dans le dialogue national durant cette phase cruciale de consolidation de la paix et de la démocratie afin que les institutions de la RCA deviennent plus stables pour amorcer un développement durable. Que la paix qui a toujours régné avant continue de régner pendant et après. Vive le peuple centrafricain, vive la paix et vive le développement. Voilà, c'était donc la déclaration de la mission observatoire électorale de la zone CEMAC qui a couvert, voilà, donc on va parler des élections du côté de la RCA. Alors on va prendre un appelant, voilà, donc qui nous vient depuis la France. Marc, est-ce qu'il est en ligne? Allô? Allô, madame.
Bonsoir, madame. Bonsoir. Je voudrais dire bonsoir à M. Patient Dom et son co-débatteur qui sont sur votre plateau. Moi, personnellement, je dis bravo au président centrafricain qui aujourd'hui, en tout cas, s'est réellement battu pour que la sécurité, au moins, puisse être dans la République centrafricaine. Parce que ce pays-là, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, en passant par Barthélemy Boganda et tout ce qui s'est passé, David Dako et tout ça, il s'est trouvé que les Centrafricains n'ont jamais eu de paix. Pourquoi? Parce que leur territoire est riche en minerais et en tout ce qui est comme essence, bois, tout ça. Voilà. Donc, pour moi, je dis bravo au président centrafricain. En tout cas, s'il peut rester encore pour un mandat, ça va être vraiment quelque chose de bien, malgré que tous ces loups-là sont tout autour de la Centrafrique. Maintenant, pour venir aux élections, je trouve que l'élection en elle-même est déjà vraiment transparente. Nous attendons le taux de participation qui va être quand même quelque chose de très important. Et tous ces observateurs. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que le président centrafricain, si je ne mens pas, a été le premier à sonner la révolte. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est allé pour la première fois aller voir le président Poutine pour qu'il puisse l'aider à sécuriser son pays. Puis est venu le Mali, qui l'a suivi, puis est venu le Burkina, et puis est venu, les deux autres ont sonné la révolte, la plus grande révolte, même quand les pays de la CEDEAO ont voulu attaquer le Niger. Pourquoi ne pas avoir un front commun? C'est comme ça que je veux dire quoi, les pays que les gens, le pays qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis ont commencé avec 4 pays, mais aujourd'hui ils sont à 51. Même si la République centrafricaine est de l'autre côté, mais pour sa sécurité, quand même, c'est lui qui a été le pays pionnier de cette lutte, le grand mathématicien qui est là. C'est lui qui a fait les calculs et il a vu que il faut que les Africains, en tout cas, puissent se libérer. Mais si toutefois les autres ont pris le même chemin que toi, qu'est-ce que vous voulez que M. Touadéra fasse? Qui s'approche d'eux? Mais depuis que aujourd'hui cette lutte est en train d'être menée, il est resté singleton dans son coin. Mais c'est pas bon. Malgré que même il est en Afrique centrale, mais quand même, il peut chercher un partenariat ou bien une approche vers les pays du Sahel qui aujourd'hui sont en train de consolider ce que lui, M. Touadéra, avait commencé. C'est pour ça que l'autre co-débatteur qui est sur votre plateau, moi je le soutiens. Parce que même quand on est loin, mais quand même, on peut avoir les mêmes idées. Mais lui, il est là-bas. C'est ça que les Africains font. Et puis, à tout moment, les gens vont faire des débats dans des pays. Les pays qui ont été toujours singletons en son temps. Allô? Certainement, on a un petit souci de réseau avec notre appelant. Alors, on va revenir sur ce plateau. Je vais revenir vers vous par Fendom. Faustin Archange Touadéra est tenu comme favori pour ce dépouillement. Est-ce qu'il faut s'attendre à une réélection de Faustin Archange Touadéra? Si oui, à quoi s'attendre pour les prochaines années en RCA? De manière objective, je pense qu'il a un bilan qui parle pour lui pour l'instant. Je vous ai dit tout à l'heure que ce soit les Dologuélé et d'autres qui aspirent à prendre le pouvoir à sa place, ils ont plus ou moins géré le Centrafrique à un moment donné, c'était pratiquement le chaos. C'était un pays qui n'avait plus d'État, l'administration n'existait plus, les forces armées centrafricaines étaient totalement en lambeaux, une économie qui était sous perfusion de manière permanente par le biais des institutions de Bretton Woods et les partenaires bilatéraux et multilatéraux. En fait, c'était un État parce qu'il avait un territoire, oui, mais sur le plan
des fonctions régaliennes d'un État, la Centrafrique n'en était pas un. Oui. Et je crois que le clou, ça a été la confrontation avec l'explosion de ce qui restait encore de cet État, avec la confrontation entre les Séléka et les Anti-Balaka. Oui. Et tout cela manipulé toujours par la France et les puissances étrangères. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas assez dit, la Centrafrique est un pays très riche. C'est un pays extrêmement riche. Il a des forêts équatoriales très denses. Ils ont de l'or, ils ont du diamant, ils ont des minéraux rares. Ils ont un bassin hydraulique aussi très, très important. Oui. Je vous rappelle que l'une des propositions du docteur Boum Jean-Pierre pour renflouer le lac Tchad, c'est de dévier une partie des eaux de l'Obangui pour les envoyer du côté du lac Tchad et redonner vie au lac Tchad qui se rétrécit d'année en année. Mais cette Centrafrique-là a aussi besoin, pas d'une solidarité de manière, j'allais dire, ponctuelle, mais d'une solidarité structurelle. Et je pense que quand vous écoutez très bien les discours du président Faustin Archange Touadéra, il est conscient du fait qu'une Centrafrique debout ne le sera que quand l'Afrique centrale et même dans sa sous-région comprendra les enjeux majeurs de la reconquête de notre souveraineté. La Centrafrique, elle toute seule, ne peut pas. Quand on me dit, oui, mais elle peut avoir des relations avec l'AIS, je dis, je veux bien. Mais on voit bien ce qui se passe à l'AIS aujourd'hui. Si vous mettez la Centrafrique dedans, alors qu'autour de la Centrafrique, les États, n'est-ce pas, qui sont ses voisins immédiats, ne sont pas du tout en complicité avec cette nouvelle doctrine, je peux vous dire que même le président Touadéra ne pourra pas faire grand-chose, oui. N'est-ce pas? Il fera long feu, comme on dit. C'est une expression, au contraire, qui ne va pas durer au niveau de la tête de la Centrafrique. Donc, il faut une construction, une dynamique sous-régionale, oui. Centrafricaine, certes, mais sous-régionale aussi, pour nous permettre, au niveau de la structure centrale, d'avoir une dimension authentiquement panafricaine et souveraine, pour permettre que vraiment un grand pays comme la Centrafrique, là je suis d'accord avec ce que Tanson a dit, soit plutôt l'Eldorado, oui. De trop plein de certains pays en Afrique, parce qu'il y a de l'espace, il y a la place, il y a vraiment matière à développer. Ça demande tout simplement que, au niveau de la sous-région, qu'on réfléchisse très bien comment on va fédérer nos efforts pour construire quelque chose de costaud, de cohérent, mais surtout qui va amener à attirer l'ensemble de nos populations et peuples vers le haut. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de suspense, n'est-ce pas, pour cette élection présidentielle. Je suis convaincu que le président Faustin Archange Touadéra remportera cette élection haut la main. Il est bon qu'il ait un nouveau mandat et que ce mandat-là, de pair avec un certain nombre de projets sur-régionaux, à mon sens, qui commencent à avoir corps, que la Centrafrique sorte de son isolement, qui sorte de cette précarité, qui sorte de cette difficulté sur le plan économique et prenne vraiment son envol. Peut-être que ça va être la tache d'huile qui va irradier l'ensemble de la sous-région et permettra justement que vraiment qu'on ait au niveau de l'Afrique centrale, c'est mon vœu le plus absolu, un autre espace de liberté et de souveraineté pour le continent africain. D'accord. Thomson et Yaon, pour sortir de cette première thématique, quel avenir pour la Centrafrique si jamais Faustin Archange Touadéra est réélu en tant que président? Non, il sera réélu parce qu'il a le soutien des peuples africains déjà, pour tout ce qu'il a pu apporter au Centrafrique, bien qu'on a estimé tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passait, un État instable, un État de brigands, c'était comme un guêpier où les forces, notamment la France, venaient juste prendre et repartir, ainsi de suite, affronter deux camps, comme il a dit tout à l'heure, Séléka Anti-Balaka, tout ça là, c'était des choses à ne pas vivre. Et
ce que nous disons et que nous n'allons pas cesser de dire, c'est de mettre fin au partenarialisme politique. Il ne faudrait pas que c'est une tierce personne qui va nous montrer le chemin où est-ce qu'on devrait suivre pour ses intérêts. Il faudrait que l'intérêt soit plutôt un intérêt africain. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que, vous voyez, faire une alliance avec les États de l'AES, pour moi, c'est un plus. Vous comprenez très bien, on ne dit pas qu'il faut défaire, il faut se défaire peut-être des forces russes ou soit du partenariat avec la Russie pour faire venir. Non, pour moi, un plus n'est jamais gênant, au contraire, c'est un atout majeur, c'est un atout de plus, comme il a parlé tout à l'heure, oui, de la politique de la tache d'huile. Oui. Imaginez-vous un seul instant que je veux dire, le Tchad se sente au milieu, au milieu des deux pays, peut-être qui ont une alliance ou soit qui ont des accords de partenariat, tu vois. Je dis, la dynamique de ce processus voudrait que même le Tchad puisse se convertir même sans l'avoir accepté. Il y aura des voix qui vont se lever, il y aura des gens qui vont dire mais pourquoi pas nous? S'ils ont fait ça, c'est parce que l'Afrique est en train de vouloir telle une tache d'huile. On verra que les distances vont se réduire. C'est ce que je ne cesse de dire tous les jours, en disant qu'il ne faudrait pas que les frontières soient seulement les frontières africaines. Les frontières ne doivent pas devenir des barrières pour qu'on ne puisse pas s'unir. Nos frontières désormais doivent devenir des ponts pour nous permettre de vivre ensemble et de faire et de fédérer nos forces pour se défendre parce qu'on a des intérêts communs. Il ne faudrait pas que nos frontières soient seulement translucides, je dirais même pénétrables seulement pour l'extérieur. Parce que la France n'a pas besoin de savoir ce que c'est la frontière du Cameroun ici ou soit celle-là je dois respecter. Non, elle vient, elle se balade partout. Chez elle, il n'y a pas de frontières. Pourquoi les frontières sont seulement africaines où on va penser que un pays comme le Centrafrique est tellement loin et que les autres pays sont très éloignés. Je dis non, on n'a pas, il faut qu'on essaie de casser cette mentalité où on pense qu'on a des frontières qui nous séparent. Pourtant, c'est plutôt des ponts qui doivent nous unir et nous amener, nous converger, n'est-ce pas, vers notre intérêt commun, qui est celui de la libération de l'Afrique. Moi, je pense que c'est plutôt un atout. Oui. C'est plutôt un atout. Il faudrait qu'on regarde dans ce sens. Nous, on a donné, n'est-ce pas, je vais dire, nos ondes positives à Faustin Akache Touadéra pour qu'il puisse, par ses mains de maître, relever ce pays qui était déjà comme un mouroir. Un pays qui est en train de s'élever. Et nous ne cessons de demander aux autres pays qui, parce qu'on voit des pays densément, je vais dire constitués, qui peuvent aussi aller trouver de l'herbe verte de l'autre côté. Oui. Et pour cela, il faut que les conditions sécuritaires soient réunies parce que qui aimerait aller dans un pays qui est toujours dans le couvre-feu, dans la guerre, ainsi de suite, personne. Donc il faudrait une accalmie, il faudrait vraiment, je veux dire, un pays contrôlé par les mains de maître avant que les autres, je veux dire, les voisins n'aillent peut-être chercher de l'herbe verte de l'autre côté. Donc, beaucoup de sens, Touadéra va passer, ça c'est clair, mais maintenant, qui dit merci demande davantage. Donc, nous sommes tout simplement exigeants envers le professeur Touadéra. On lui dit de nous amener vers là où il nous a montré la direction. Il ne faudrait pas qu'on stagne, il ne faudrait pas qu'on piétine sur place, il faudrait qu'on avance, tout simplement. Donc nous sommes exigeants et c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, c'est avec ceci qu'on va aborder notre deuxième thématique pour clôturer la première sur la République centrafricaine. On va parler cette fois-ci de la Guinée-Conakry où le contexte est tout aussi révélateur, je l'ai dit à l'entame de cette émission, des transformations politiques en Afrique de l'Ouest, puisque nous y sommes déjà. Alors, le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir par un coup d'État, on se souvient très bien, le 5 septembre 2021, se présente aujourd'hui à l'élection présidentielle malgré sa promesse initiale de ne pas briguer le pouvoir à l'issue de la transition. Alors, il faut dire qu'il est l'un des favoris de ce scrutin qui est marqué par l'absence de véritables adversaires et le boycott d'une partie de l'opposition. Alors, Mamadi Doumbouya promet la stabilité et la refondation de l'État, mais une interrogation
demeure, cette stabilité proclamée peut-elle réellement rassembler les Guinéens ou s'agit-il tout simplement ou surtout d'une normalisation électorale, d'un pouvoir militaire au risque d'affaiblir le pluralisme politique et les libertés démocratiques? Nous revenons en images pour voir comment s'est déroulée cette période électorale du côté de la Guinée-Conakry. On revient juste derrière. C'est au centre de santé de Boulbiné, au cœur de la communauté de Kaloum, que le candidat indépendant Mamadi Doumbouya a accompli son devoir civique. Accompagné de la première dame, le chef de la transition a troqué son uniforme pour une posture de candidat, affichant sa volonté de clore cette période de transition par la voie des urnes. Dès 7 heures, les 23 623 bureaux de vote du pays et la diaspora ont ouvert leurs portes. Un défi logistique immense pour la Direction générale des élections qui a mobilisé des moyens importants pour garantir un scrutin transparent. Face au général, 8 autres candidats étaient en liste dont Makale Kamara, l'unique femme de la compétition et des figures comme Faya Mili Mouno. Ce scrutin s'est déroulé sous l'œil vigilant de la communauté internationale. Les missions d'observation de la CEDEAO menées par Abdoulaye Diané ainsi que celles de l'Union africaine et de la francophonie ont été déployées sur tout le territoire. Leur mission, évaluer la régularité d'un vote dont l'inclusivité fait toutefois débat en raison de l'absence de plusieurs ténors de l'opposition traditionnelle. Le pays retient désormais son souffle. Si la journée s'est déroulée dans un calme global, la tension reste palpable. La Direction générale des élections a promis de publier les premiers résultats provisoires d'ici 24 heures. Un verdict qui dessinera le nouveau visage de la Guinée pour les années à venir. Alors de retour sur ce plateau, nous abordons cette deuxième thématique qui nous amène en Guinée-Conakry avec les élections présidentielles. Le général Mamadou Doumbouya, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2021, est tenu comme favori pour cette élection et on est en train de se diriger peut-être vers un autre mandat du général Mamadi Doumbouya. Est-ce que, je vais me tourner vers vous, Parfait Ndom, il apparaît désormais que Mamadi Doumbouya, qui avait au départ déclaré qu'il ne briguerait pas un mandat en 2025, se présente comme candidat à cette élection. Est-ce qu'on peut encore parler d'un retour à l'ordre constitutionnel avec la candidature de Mamadi Doumbouya ou tout simplement il s'agit d'une légitimation électorale d'un pouvoir militaire? Je penserais beaucoup plus pour ta chute. Légitimation électorale d'un pouvoir militaire. La Guinée vit vraiment une tragique comédie actuellement. Parce qu'avec cette affaire de Doumbouya là, je ne sais pas quoi vous dire. Vous savez que la Guinée dit non à De Gaulle en 1958 et acte son indépendance et a autour des régimes qui lui sont opposés, c'est le mot que je puisse dire. Et on isole la Guinée de Sékou Touré. On rapatrie tout ce qu'on appelle les coopérants. On pille la Banque de Guinée. La Guinée se débat, essaie de créer sa propre monnaie, la question de franc CFA. On crée l'inflation avec la fausse monnaie pour détruire complètement la monnaie guinéenne. Ironie du sort, nous sommes en 2025, il y a une révolution qui se passe au niveau de l'AES, il y a un colonel qui prend le pouvoir en Guinée, tout le monde se sera attendu, alors là je me tourne vers Thompson et Han, que puisqu'il y a une continuité territoriale entre le Mali et la Guinée, qu'on voit la Guinée rejoindre rapidement l'AES. Mais c'est là où ça bloque. Ça bloque et on voit un certain Mamadou Doumbouya, un star hollywoodien, n'est-ce pas, se pavaner qui se parle comme il se pavane avec sa femme blanche gendarme dans l'armée française, hein, et qui nous dit que, bon, maintenant, j'en devais me camoufler, mon camouflé, je revais mon boubou blanc immaculé avec quelques pictogrammes, je ne sais pas, de la savane guinéenne, et que voilà. Mais quand vous regardez autour de lui, dans ce déplacement, c'est une véritable garde pétorienne. C'est-à-dire que tu bouges là, tu es mort.
Voilà la démocratie à la guinéenne, où on voit l'Union africaine, on voit les experts de la CEDEAO, je ne sais pas, même de l'Union européenne, venir soi-disant contrôler une élection. Voilà. Voilà. Alors que c'est la Guinée qui devait être l'exemple parfait, justement, ce que nous demandons au niveau de la puissance africaine. Rallier l'AES. Parce que c'est des voisins, continuité territoriale, ils ont les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, etc. etc. C'est le même peuple, pratiquement. Oui. Mais ça ne se fait pas. Donc, je dis, il faut qu'on insiste là où c'est possible. Il ne faut pas qu'on insiste là où ce n'est pas possible. Donc, cette affaire de Mamadou Doumbouya là, vraiment, depuis, je regarde ça. Je vois même certains panafricains qui ont été là-bas pour nous dire que ça s'est bien passé. Bravo à Mamadou Doumbouya. Moi, je continue de regarder en nous disant vraiment, comme disait quelqu'un, le monde est formidable, vivons seulement. Mais cette affaire-là, c'est une parodie d'élection qui ne donnera rien d'autre que la confirmation de la prise de pouvoir par M. Mamadou Doumbouya qui passe de militaire à civil avec la force des armes. Alors, Thomson Eyang, quand un chef militaire comme Mamadi Doumbouya organise une élection qu'il contrôle largement, est-ce encore une transition où on se dirige déjà vers une confiscation durable du pouvoir sous couvert de l'égalité? Alors, directement, nous faisons le pont de la Guinée, Conakry jusqu'au Gabon. Alors, nous arrivons directement au Gabon pour voir la même chose avec Clotaire Oligui Nguema, tout simplement. C'est tout simplement je vais dire comment je dirais ça? C'est le même processus, Oui, c'est le même processus, mais c'est l'accaparement de l'Afrique. Parce que, voyez géopolitiquement comment la France et ses affidés sont en train de perdre l'Afrique. Mais entre-temps, ils sont en train de jouer toutes leurs cartes pour exister. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Ils jouent leurs cartes pour exister. C'est pour ça que nous parlons de la continuité du long terme en Afrique. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête tout simplement dans le sens du mot bidon qu'on appelle régulièrement la démocratie, l'alternance. Mais attends, avec ça, l'Afrique va se développer comment? Avec ça, comment on peut avoir des projets vraiment durables tels que l'industrialisation ou soit construire des industries militaires comme on est en train de vouloir sécuriser toute l'Afrique? On ne pourra pas dans le court terme. Il faudrait qu'on ait des idéologues, des gens qui pensent à l'Afrique et qui pensent vraiment à la souveraineté, la liberté, ou enfin, je veux dire, la libération des États de l'Afrique, tout simplement. Alors, ce que Doumbouya est en train de faire, regardons en 2000, je pense en 2017, il était encore caporal. Il était caporal. Tout à l'heure, je vous ai parlé des grades ou soit des écoles que les gens font partout. Après, on vous donne des trucs. Il sort d'où pour être colonel à moins de demain? Soyons quand même sérieux. Soyons sérieux, parce que vous avez pris une épouse qui est de l'autre côté gendarme française et puis on vous met en haut pour que vous partez défendre les intérêts de la France. Pour moi, ça pose un problème de l'Afrique. Mais là, c'est Alpha Condé qui donne tous ces grades-là. Hein? Oui, c'est pas la France. Hein? Mais justement, parlons même de la France. Il paraît que Mamadi Doumbouya semble bénéficier d'une relation privilégiée avec la France. Naturellement, c'est ce que j'appelle l'influence. C'est de l'influence française qui pousse Alpha Condé à fabriquer celui même qui va l'enlever. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire, on vous dit, voilà quelqu'un qu'on a choisi, voilà notre personne préférée, il a besoin de ci, il a besoin de ça. Et vous faites... Il se sentait en sécurité. Naturellement, il le faisait aveuglement. C'est son frère aussi. Donc pour dire, oui, naturellement, c'est toujours... Ils sont dans le même clan. C'est toujours l'orteil, c'est toujours ton orteil qui perce ta propre chaussure. Voilà. On a vu de l'autre côté, je vais dire au Gabon, Clotaire Oligui Nguema était avec la famille présidentielle. Ils sont même frères, mais il est arrivé à faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc pour dire que nous essayons de rappeler à l'ordre de l'Afrique qui continue de s'aveugler et de penser tout simplement à certaines personnes qui pensent tout simplement à leur ventre. Mais pourquoi pouvons-nous penser qu'on peut avoir les yeux plus gros que nos ventres? Non. Il faudrait qu'on essaye de revoir, n'est-ce pas, ce qui est bien pour l'Afrique, pour qu'on puisse évoluer. La Guinée de Sékou Touré, c'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui, que Mamadi Doumbouya a préféré la vendanger pour
pour continuer, n'est-ce pas, d'exister et de montrer qu'il est un grand. France, bien évidemment. Mais sur le plan militaire, il a préféré danger, comme vous le dites. C'est-à-dire avec la France. Mais c'est un deal qui est fait avec la France. Comme vous voyez, ce qu'il fait, il est contrôlé par son épouse. Parce que tout ce qu'il fait là ne dépend pas de lui. Il est obligé de le faire, tout comme Ouattara qui est là, que son épouse est en train de continuer de contrôler. C'est des agents secrets français qu'on a inféodés, qu'on a mis au sein de la société africaine pour continuer d'exister et d'empêcher, n'est-ce pas, la prise de la souveraineté des États de l'Afrique. Alors, tout à l'heure, il a parlé de la position géographique qui est tellement proche du Mali. Et on a vu même pendant la période des sanctions du Mali, où la CEDEAO a décidé de ne pas faire un certain nombre de choses pour le Mali. Mais de l'autre côté, Mamadou Doumbouya nous a fait croire qu'il pouvait désobéir à certaines choses et puis favoriser un peu le Mali. Mais c'était une façon de nous faire croire qu'il est dans la mouvance panafricaine, mais pourtant, c'était pour nous démontrer plus tard que non, je vais troquer mon camouflet pour régner. Parce que quand vous dites que vous êtes un homme, épris de paix et de liberté, que vous incarnez le changement quelque part. La souveraineté. Voilà, la souveraineté. Vous, si vous avez un projet pour le pays, on a vu ce que les Ibrahim Traoré ont fait. Ibrahim Traoré n'a pas dit qu'il ne sera jamais président, ou soit s'il organise des élections, il ne sera pas. Non, il est là pour la révolution, il a décidé de libérer le pays, il a un programme pour son pays, et ce n'est pas les gens de l'extérieur qui vont décider par rapport à son programme politique. Alors, quand je dis ça, vous comprenez que, de l'autre côté, Mamadi Doumbouya n'avait même pas de programme politique parce qu'il attendait que ses patrons lui disent qu'est-ce qui a lieu d'être fait. Mais justement, comment expliquer cette bienveillance de Paris envers un régime issu d'un coup d'État? Non, mais justement, le coup d'État a été organisé par Paris, tout simplement. Et c'est Paris qui détient l'agenda du pays. C'est Paris qui décide quelle période peut être favorable pour telle ou telle autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça continue de poser des problèmes en Afrique. Voilà exactement ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Mamadi Doumbouya ne maîtrise rien parce que quand vous voyez, je pense que c'était Souleymane ou c'est Zora Konaté qui disait que mais attends, quelqu'un ne peut pas nous dire des choses et après revenir là-dessus. Il ne maîtrise même pas son calendrier. Voilà un président qui prétend être président dans un pays, mais qui n'a pas les leviers, n'est-ce pas, de la souveraineté de ce pays. Donc, nous voyons tout simplement comment l'Afrique est en train de mourir d'un côté et nous demandons aux esprits, je veux parler des énergies africaines vraiment, parce que si nous laissons l'Afrique comme ça, vraiment, je ne sais pas où est-ce qu'on va se retrouver. Donc, les États de l'AES sont en danger, continue, et c'est ce qu'on essaie de dire, il faudrait qu'on redouble, n'est-ce pas, les forces, parce qu'il faut être vigilant, sinon, les États de l'AES vont cesser d'exister. Donc, il faudrait être vigilant. Regardez de l'autre côté, Mamadi Doumbouya, qui ne va pas lâcher, qui est avec Ouattara, on sait très bien, c'est son maître. Ouattara lui dit exactement ce qu'on demande qu'il fasse, et voilà comment ils évoluent. Ainsi va l'Afrique. Donc, nous supplions les pays frères de rejoindre les États de l'AES. Comme on a dit, c'est pas parce que la RCA, par exemple, est géographiquement éloignée qu'elle ne peut pas avoir, n'est-ce pas, des relations ou soit signer des accords avec l'AES. Pour moi, la distance, c'est nous qui avons accepté que ces barrières-là nous séparent. Je veux dire, ces frontières nous séparent. Mais nous sommes dans un pays qu'on appelle qu'on appelle l'Afrique. Moi, je dis, c'est un pays, pas continent, c'est un pays. Et il faudrait qu'on essaye de se mettre ensemble parce que regardez, imaginez-vous un seul instant que l'Afrique formait un pays. Mais est-ce que Donald Trump peut se permettre de parler au président africain de la façon dont il peut s'adresser
comme il s'est adressé à Vladimir Poutine. Non, Vladimir Poutine, c'est une chose, c'est avec beaucoup de respect qu'il s'adresse à Vladimir Poutine. Je veux parler des sanctions à géométrie variable à Tinubu, par exemple. Il dit n'importe quoi à Tinubu, il donne des injonctions à Tinubu de peur de bombarder son pays. Imaginez-vous un seul instant que l'Afrique avait un seul président. Est-ce que Macron, je veux parler de Donald Trump, est-ce qu'il peut se permettre d'ouvrir sa bouche et parler au président qui incarne, n'est-ce pas, l'Afrique? Je pense que non. Donc faisons très attention parce que l'Afrique, c'est une puissance. C'est nous qui voulons que l'Afrique reste toujours fracturée en micro-État et étant micro-État, on est encore beaucoup plus faible. Donc, demandons de tous nos voeux aux chefs d'État africains de se rapprocher, commencer tant bien que mal, même par des confédérations, et un jour, nous allons accéder aux États-Unis d'Afrique parce que c'est ça la liberté de l'Afrique. Voilà la solution africaine parce que si aujourd'hui, prenons le simple exemple. Vous chutez par là? Oui, je chute par là. Oui. Pour les 3 États de l'AES, est-ce que vous pouvez tromper 3 têtes réunies? Ça veut dire un partenaire occidental ne peut pas tromper 3 présidents. Vous allez causer avec le président Ibrahim Traoré et dire n'importe quoi, mais quand Tiani va comprendre, le président Tiani va comprendre, il va dire mais non, je ne suis pas favorable. Donc ils sont conscients des enjeux et ils sauront comment détourner et déjouer tous les plans qui viendront de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de se mettre ensemble pour sauver notre belle Afrique qui est la mère de l'humanité. Parfait, Ndom, quel bilan dressez-vous de Mamadou Doumbouya à la tête de la Guinée-Conakry? Je suis très embarrassé quand je parle de Mamadou Doumbouya. Très embarrassé parce que bon, je n'ai pas une visibilité, malgré les lectures un peu rouillées quand je parle de cet État. Je vous rappelle quand même que la Guinée était un pays très riche, contrairement à ce que certains peuvent bien penser. C'est l'un des pays les plus riches d'Afrique en termes de minerais. Doumbouya, certes, c'est un ancien légionnaire français, mais Doumbouya a été mis là où il est aujourd'hui par M. Alpha Condé. Ce n'était pas beaucoup la France. C'est Alpha Condé qui voulait créer une espèce de bouclier sécuritaire autour de lui. Il allait chercher son petit neveu, je ne sais pas, cousin de village. Ils étaient tous des notables dans leur village. Et lui a confié le rôle en créant ce qu'on appelle la force spéciale. Il a confié cette responsabilité à M. Mamadou Doumbouya. C'était pour se protéger, pour protéger son pouvoir contre justement les autres opposants qui estimaient qu'il modifiait la Constitution pour un mandat de trop. Bon, malheureusement, Mali en a pris. Celui qui était venu le protéger s'est retourné contre lui. Mamadou Doumbouya a une politique bizarre. Il ne traite pas qu'avec la France. Il traite même avec les Russes. Il traite avec tout le monde. On ne sait pas très bien quel est son jeu. Il est dans le clair-obscur de manière permanente. Et puis, il tente d'éliminer toutes les voix discordantes de l'opposition, surtout l'opposition traditionnelle. Et c'est à ce niveau que... On parle également des médias qui sont fermés. Hein. Ah oui, il n'y a pas de liberté. C'est une dictature, purement et simplement. Mais on ne voit pas non plus sa démarche panafricaine pour se rapprocher, par exemple, d'un espace comme l'AES. C'est à ce niveau que c'est aussi très, très ambigu, son attitude et son comportement. Au point où moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut le pouvoir pour le pouvoir. Il veut le pouvoir pour lui tout seul. Il veut être le nouveau monarque de la Guinée. Et pour cela, il va tout faire pour faire taire toutes les voix dissonantes autour de lui. Donc, en termes de bilan, il est très tôt pour moi de dire quoi que ce soit. Il n'a pas l'adhésion populaire qu'on voit. Même au Lingui, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a quand même une adhésion plus ou moins des Gabonais qu'on écoute, qui disent qu'il nous a débarrassé de longs reins des Bongo. Et pour l'instant, on lui fait confiance par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc, vous voyez que d'un espace à un autre, on n'a pas totalement les mêmes réalités. Mais le fond du problème, qui est la question de comment les Africains vont faire pour déconstruire ce que les Occidentaux ont construit à Berlin, c'est-à-dire déconstruire ces frontières et aller vers une unité politique de notre continent, c'est une question d'organisation. Il faut que les peuples soient organisés. Ne pensez pas que nous sommes là où nous sommes
parce que nous voulons. Parce que nous sommes opprimés, on nous a forcés. Nous sommes dans des espaces de cage de fer, de rester là. Et chaque fois que même ceux qui sont contre la démocratie, qu'on essaie de nous soulever pour inverser l'ordre des choses, c'est souvent par des massacres. Et ces massacres-là, elles seront exposées, n'est-ce pas, au niveau international, si ces gens qui se sont soulevés œuvrent pour le continent africain, mais elles seront tues, brimées, j'allais dire, mis sur le boisseau, si ces gens-là, effectivement, roulent plutôt pour les intérêts occidentaux. Donc l'Occident agit par géométrie variable. Si un régime continue d'être comme le protecteur des intérêts occidentaux sur le continent africain, quoi qu'il fasse, il sera protégé. Si un régime... Est-ce que c'est ce qui empêcherait Mamadi Doumbouya de rejoindre l'AES? Mais si Mamadi Doumbouya devait rejoindre l'AES, il l'aurait fait. Au contraire, il prend le contre-pied de ce qui se passe au niveau de l'AES. La preuve, il organise les élections. Il dit quoi? Il dit que moi, je suis élu, je suis un démocrate. Je ne suis pas comme les militaires là qui ne veulent pas faire des élections. Moi, j'ai fait des élections et je suis un démocrate. S'ils veulent aussi qu'ils enlèvent leur treillis militaire et qu'ils redeviennent des civils pour faire des élections entre guillemets démocratiques comme nous autres. Voilà le message que Mamadi Doumbouya envoie. Hein. C'est un message très cynique, n'est-ce pas? Et moi, je ne vois pas comment un type comme ça va se rapprocher de l'AES. Je ne vois pas très bien comment. Et c'est pour ça que je vous dis, avec lui, c'est le clair obscur. Vraiment, bien malin, celui qui pourrait nous dire où est-ce que veut aller Mamadi Doumbouya. Moi, ce que je crois, c'est qu'il veut dominer la Guinée pour très longtemps. Il veut imprimer sa marque comme un véritable monarque. Il le fait déjà. Hein. De la Guinée en cassant complètement tous les contre-pouvoirs. Oui. Ça peut être des médias, ça peut être les syndicats, ça peut être d'autres associations et d'autres partis politiques qui gênent pour que ce soit vraiment la Pax Doumbouya au niveau de la Guinée pour un bon bout de temps en continuant d'exploiter son pays comme il veut. Mais est-ce que cela aura pour corollaire un quelconque développement de la Guinée? C'est là où nous sommes dans l'impasse. Parce que quand on regarde quand même les dirigeants sud-coréens, avant qu'on en arrive au multipartisme démocratique des années 90, ceux qui ont le général, je crois, Park, je ne sais plus le nom, qui a été avant, c'était un dictateur de la pire espèce, qui tuait les syndicalistes, qui brisait tout. Mais il a permis quand même la Corée du Sud de prendre un envol économique au point où même quand elle a été arrêtée et jugée, quand on a vu d'où était la Corée du Sud avant et après ce dictateur-là, les gens lui ont dit tu peux rentrer chez toi. Mais chez nous, des gens prennent le pouvoir, ils le confisquent, ils cassent toutes les voies contradictoires et dissonantes au niveau du pays, ils les écrasent, mais en retour, on ne voit pas de dividendes du point de vue de l'éveil économique, d'un certain développement économique. Et j'ai bien peur que c'est dans cette voie que M. Doumbouya risque de rentrer. Et c'est de voir qu'au niveau de l'Afrique, nous devons tout faire pour éviter, parce que malheureusement, ils ne construisent ni l'Afrique, ils n'apportent pas de développement pour leur propre peuple et ne permettent pas justement que l'Afrique puisse retrouver une certaine dignité, une certaine souveraineté. Alors, entre stabilité et promesses non tenues, Thomson Eyan, est-ce que Doumbouya peut encore rassembler la Guinée-Conakry? Vous voyez, Madame, rassembler, c'est une chose. Vous voyez, pour rassembler des gens, il faudrait qu'ils se sentent déjà bien dans leur peau, dans leur être, dans leur chair. Il faudrait qu'ils aient au moins le minimum. Mais nous constatons que le peuple guinéen souffre le martyre de pauvreté, de précarité, il faut le dire. Alors, tout à l'heure, mon copanéliste parlait de l'accaparement du pouvoir où il veut à tout prix écraser les faibles. Oui, on a connu Muammar Kadhafi qui voulait vraiment montrer qu'il est le roi en Afrique. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait ses peuples à l'aise. Il mettait son peuple à l'aise, c'est ça. Le mal-être ne doit pas exister si quelqu'un veut être suprémaciste dans son propre pays. Il doit mettre son peuple à l'abri du besoin pour montrer aux autres que je suis chez moi et tout le monde se nourrit bien. Prenons le cas d'un chef de famille. Le chef de famille, très fort et roi souverain, tout le monde mange bien chez lui. Même les étrangers mangent à satiété avant de sortir. Et non ce roi qui, pour moi, pense plutôt aux autres. Pour moi, il y a un problème
Mamadi Doumbouya a été fabriqué. En priorité, je dis, la population. Oui, ne prend pas. La population n'a rien à voir dans sa gouvernance parce que cette gouvernance ne dépend pas de lui. C'est d'où on parle de l'inféodation, n'est-ce pas, du système occidental dans son pouvoir. Les États-Unis sont là, la France est là, le Royaume-Uni, tout ça là. Donc pour dire que Mamadi Doumbouya n'a pas le projet qu'on appelle l'Afrique. Parce que l'Afrique commence d'abord par ses propres peuples. Regardez la militarisation autour d'une personne. Alors, vous pensez que troquer son treillis voudrait dire qu'on n'est plus militaire? Mais il faut qu'on arrête de tromper les Africains. Donc, c'est juste, je veux dire, pour moi, c'est une blague. C'est une théâtralisation pour faire croire aux gens, mais attends, vous avez subi ce qu'on appelle une formation militaire, vous avez fait l'ordre serré, vous avez fait le bisoutage, vous connaissez très bien ce que c'est que être un militaire, mais ça ne peut jamais finir à l'esprit. On est militaire dans l'esprit, ça c'est ce qu'il faut dire. Et vous allez constater que les militaires déjà au pouvoir en Afrique n'ont jamais intéressé l'Occident. Ça, il faut le dire. N'a jamais intéressé l'Occident, surtout les militaires qui ont, n'est-ce pas, des velléités de souveraineté de l'Afrique, notamment ceux de l'AES. Je dis, il faut bien regarder, auparavant, on dit, vous êtes militaire, vous ne devez pas être président. En Afrique, c'était ça, le mot des Occidentaux. Mais quand vous regardez De Gaulle, on voit par les mains de maître comment il a imposé, il a fait rouler tous les pays africains au sol pour s'ériger. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Mais regardons dans cette France qui a gardé pour figure de proue De Gaulle, qui ne voudrait pas que l'Afrique aussi puisse avoir des hommes forts à la tête de leurs États. Mais vous comprenez qu'ils veulent une Afrique affaiblie, une Afrique des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, des vassaux qui ont des diplômes ronflants et au fond, il n'y a rien, ils n'ont aucun projet pour l'Afrique. Donc nous, aujourd'hui, nous voulons les militaires qui ont un projet souverainiste parce que, vous savez, les militaires sont patriotes. Je dis, les vrais militaires sont des patriotes. Ça veut dire quand ils ont entamé une voie, oui, je dis, ils ne peuvent pas reculer au prix de leur sang. Ils vont dire, ici, nous sommes là pour libérer l'Afrique. Tant que l'Afrique ne sera pas libre, nous aussi, on ne dormira pas. C'est pour ça que vous voyez de l'autre côté de l'AES, ils se battent bec et ongle pour libérer l'Afrique parce que pour eux, c'est un sacerdoce, c'est un engagement. C'est un engagement. Et nous, on dit aujourd'hui, Doumbouya a tout simplement été, on l'a efféminé tout simplement. Donc on a enlevé son pouvoir militaire en le rabaissant, en le mettant, n'est-ce pas, dans des loges qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Donc il est tenu aujourd'hui par la laisse. Ces gens, oui, la France et ses affidés le tiennent par les bourses. Il ne peut rien faire pour l'Afrique aujourd'hui. Donc c'est pour ça, nous disons au peuple vraiment de se lever. On a parlé de Gaulle. Quand vous voyez Sékou Touré être abandonnés, leurs biens gelés, oui, mais le discours, rappelons-nous du discours de Gaulle en 1949, je pense, ici au Congo-Brazzaville. Il a dit tous les pays qui vont décider de se défaire de l'hégémonie occidentale, ou soit qui vont refuser de vivre dans l'escarcelle, n'est-ce pas, de leur patron, seront tout simplement délaissés et vont finir par périr dans la pauvreté et la précarité. Donc c'est pour ça que ces gens ont activé, n'est-ce pas, tous les leviers pour montrer aux Africains que ça ne sert à rien de chercher à avoir un instrument que vous appelez la monnaie de souveraineté, mais nous, on est capable de saboter ce programme en injectant la fausse monnaie parce que nous aussi, on peut la fabriquer. Mais c'est aux Africains de comprendre à un moment donné que si nous voulons libérer l'Afrique, nous devons faire des choses selon la grandeur de l'Afrique parce que l'Afrique est riche, l'Afrique a des possibilités, n'est-ce pas, de renverser la vapeur, oui, et de s'élever très haut. Voilà, parfait, Ndom, on va sortir de cette thématique. Nous sommes déjà arrivés presque au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces deux actualités ce soir?
De ces deux actualités, je pense qu'il faut retenir deux Afriques. Une Afrique qui se construit, une Afrique qui retrouve ses lettres de noblesse, c'est la République centrafricaine. Une Afrique qui tente de redonner espoir à son peuple et à sa jeunesse, c'est la République centrafricaine. Une Afrique qui montre quand même la voie à d'autres peuples africains qui sont désespérés, qui pensent que les chaînes sont tellement lourdes au niveau de nos mains, de nos pieds, même de notre tête, que oser défier l'occupant colonial, c'est aller au casse-pipe. C'est donc cette Afrique de courage-là que le président Faustin-Archange Touadéra exprime aujourd'hui. Et il démontre aussi qu'on ne peut pas se développer si on n'a pas la sécurité au sein de son pays. Et c'est pour cela que chaque fois qu'on est en face d'une réalité qui ne permet pas d'avoir cette sécurité-là, il faut avoir le courage d'aller chercher des solutions partout dans le monde pour pouvoir s'affranchir des tutelles occidentales. Et puis, il y a l'autre Afrique qui n'est pas lisible, oui, qui est vraiment ce que j'appelle le cœur obscur de la nouvelle géopolitique africaine. C'est le cas de la Grande Guinée de Conakry, où M. Doumbouya, on ne sait pas très bien, il est avec les Français, il est avec les Américains, il est avec les Russes, il est avec tout le monde, mais au niveau du processus, n'est-ce pas, de dévolution de pouvoir, il écarte tout le monde, il balise son chemin, se crée un boulevard. On a bien l'impression que c'est un nouvel empereur qui est en train de monter en puissance au niveau de la Guinée, et ça, ce n'est pas bon, ni pour le peuple guinéen, ni pour le peuple africain. Nous sortons avec vous, Thomas Thomson Eyan. Qu'est-ce qu'il faut retenir en quelques secondes simplement de ces deux actualités? Un dernier mot. Il faut retenir tout simplement que l'Afrique est en train de se battre tant bien que mal pour retrouver sa souveraineté véritable en nous démontrant ces deux clichés. Vous allez voir le cliché de Faustin-Archange Touadéra, qui est un président qui a été plébiscité, n'est-ce pas, par les Africains, qui lui ont donné, n'est-ce pas, je veux dire, leur courage, leur passion, leur envie pour qu'ils puissent changer la donne au niveau de la RCA qu'on a connue. Un pays tumultueux qui n'avait aucune base, qui n'avait pas de gouvernance. Aujourd'hui, nous disons vraiment merci à Faustin-Archange Touadéra pour ce qu'il est en train de faire et que nous voulons qu'il l'en fasse davantage parce que en faisant venir Wagner, on a compris quand même que il est en train de suivre, n'est-ce pas, la rupture avec, je vais dire, les officines de la France-Afrique et de Bretton Woods. Alors, aujourd'hui, nous actons tout simplement cette Afrique qui peut, à un moment donné, se relever et chercher des partenariats fiables pour continuer. Parce que quand je dis continuer, c'est dans le sens où la rupture n'est pas totale. Oui. La rupture n'est pas totale, mais un peu prudent en regardant de gauche à droite. Pour moi, nous le demandons tout simplement de faire un frein et de regarder exactement la direction de son pays pour que l'Afrique soit totalement libre. Alors, de l'autre côté, le cliché de la continuité des pouvoirs de l'hégémonie occidentale, tout simplement, qui continue par ses coups d'État placés à aider, n'est-ce pas, certains Africains à se positionner pour continuer, n'est-ce pas, à sauvegarder leurs intérêts et de faire croire aux Africains que nous sommes libres. Donc nous disons, nous ne sommes pas libres. L'Afrique, c'est un grand chantier. L'Afrique est en train de se construire. Disons-le, oui, aujourd'hui, nous acceptons que Doumbouya soit là-bas parce que nous ne voulons pas un bain de sang en Afrique. Mais, par l'ordre des choses, ce pouvoir sera invincible si il ne parvient pas à rentrer, n'est-ce pas, dans l'ordre de la libération des États africains, parce que c'est ça le mot-clé. L'Afrique a besoin de s'unir pour être fort. Continuer de se... Merci Thomson Eyan. Nous sommes encore plus fragiles. Merci. Et nous serons trop faibles. Merci, c'est bon. Merci à vous Thomson Eyan. Je rappelle que vous êtes militant panafricaniste. Merci également à Parfendum qui est un politologue. Merci également à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez partout en Afrique, même sur les réseaux sociaux. Nous vous faisons un clin d'œil. Nous vous donnons rendez-vous demain. Mais en attendant, restez scotchés sur For You Media Africa pour suivre le grand journal présenté par Fon Noira. Nous vous souhaitons une excellente soirée.